Bonjour à tous, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Selon le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, nous voyons encore des personnes arriver. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je m'appelle Isolina Boto, je travaille pour le COLID et je suis très heureuse de pouvoir accueillir une nouvelle session en collaboration avec nos collègues de l'OCDE dans le cadre de notre série OCDE COLID sur l'industrie des fruits et légumes. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet de toute première importance, pardon, la fraude alimentaire, ses conséquences sur le secteur et les consommateurs. C'est bien évidemment un problème extrêmement grave qui mine la poursuite des ODD qui porte préjudice à tous les consommateurs que nous sommes et au secteur. Nous sommes bien évidemment tous responsables d'apporter une solution à ce problème dans la mesure de nos moyens et je vous remercie d'être ici avec nous aujourd'hui. Alors nous avons une session qui sera menée en anglais et en français. Si vous souhaitez, pour choisir une des langues, vous vous rendez sur l'hémisphère qui se trouve, le planisphère, pardon, qui se trouve en bas d'écran et qui vous permettra de choisir votre langue. Et je vous précise que cette session est enregistrée, ce qui veut dire que vous pourrez bénéficier de l'enregistrement par la suite et les PowerPoint vous seront transmis. Vous pourrez donc les diffuser à large échelle. Si vous ratez donc certains éléments de la session, vous pourrez donc rattraper cela par l'enregistrement. Alors, nous avons des collègues avec nous du COLID de l'OCDE qui vous apporteront leur contribution avant que nous donnions la parole à nos intervenants. Nous sommes bien évidemment très heureux de pouvoir vous présenter nos collègues et particulièrement Roger Brambi Amacias, qui est responsable de programme à la direction des échanges et de l'agriculture, Code et régime agricole OCDE. Il est spécialisé en économie du développement et avant de rejoindre l'OCDE, il a travaillé dans la recherche au Royaume-Uni. Il est également expert auprès de la FAO, du Fonds monétaire international et de l'OCDE. Il a donc un bagage considérable. Et l'objectif des sessions d'aujourd'hui, alors vous verrez que nous lançons aujourd'hui la session numéro 6. Nous avons pour objectif d'entendre les points de vue de la consommation, de la production, des différentes parties prenantes, comment promouvoir les denrées alimentaires de manière à favoriser une alimentation saine au sein de l'Union européenne comme dans les pays du Sud et les autres pays du monde. Merci beaucoup, José, d'être avec nous aujourd'hui. Je vous donne sans tarder la parole. José. Merci, Zolina. Merci aux collègues, à nos collègues et néanmoins amis qui organisent ce séminaire. Merci aux différents collègues qui nous ont aidés à organiser cette série et cette session sur la fraude alimentaire. Nous avons un régime fruits-légumes au sein de l'OCDE qui porte sur l'inspection de la qualité des fruits et légumes. Nous disposons d'un réseau en Europe, en Afrique, un réseau d'inspecteurs. Nous travaillons énormément avec le Kenya, avec le Maroc, avec l'Afrique du Sud. En Amérique latine, nous travaillons avec le Brésil et avec des pays bien plus éloignés, tels que la Nouvelle-Zélande. Nous collaborons également avec la Turquie. Et très souvent, nos inspecteurs sont confrontés à des cas de fraude alimentaire. Nous avons eu un exemple récemment d'inspecteurs de l'Union européenne qui contrôlaient un envoi de pommes de terre. Ces pommes de terre provenaient d'un pays hors Union européenne. La qualité était tout à fait satisfaisante, la documentation aussi, mais un élément a retenu l'attention des inspecteurs. En fait, l'origine des pommes de terre était stipulée comme
étant la France. Les inspecteurs se sont demandé comment il se faisait que les pommes de terre produites en France entraient au sein de l'Union européenne par un pays qui n'était pas membre de l'Union européenne. On a donc demandé davantage de preuves de l'origine de ces pommes de terre et l'origine s'est avérée ne pas être la France, mais un État membre, un pays, pardon, qui n'est pas membre de l'Union européenne. Alors, pourquoi vérifier l'origine de ces pommes de terre? Tout d'abord, pour des questions de prix. Ces pommes de terre étaient envoyées vers l'Union européenne parce que les prix y sont plus élevés, première raison. Et deuxième raison, les opérateurs tentaient d'éviter la réglementation sur l'utilisation des produits chimiques. L'Union européenne a une législation très stricte en la matière, ce qui n'est pas toujours le cas en dehors de ses frontières. Donc, il y avait là tentative de fraude à l'importation de pommes de terre. C'est un exemple tout simple de la manière dont la fraude peut nous toucher tous. Il s'agissait d'une concurrence déloyale à l'égard des producteurs français de pommes de terre. Cela peut tromper les consommateurs avec tous les problèmes que cela peut poser pour la santé de ces consommateurs. Nous avons aujourd'hui trois experts avec nous, des experts qui vont, je pense, donner des exemples de la manière de gérer ces cas de fraude alimentaire au quotidien. Et sur ces mots, je voudrais donner la parole à Jérémy Knops, que je remercie d'être parmi nous. Merci beaucoup, José. Merci pour cette introduction et merci pour ce partenariat qui s'avère de toute première importance pour nous. Jérémy va nous dire quelques mots de l'organisation avec laquelle nous travaillons, la COLIT, une organisation à but non lucratif pour les opérateurs agricoles. Il est directeur général du COLIC, mais avant cela, il a engrangé une énorme expérience sur les marchés d'exportation sur différents continents et a travaillé sur les normes et la certification en produits alimentaires. Et pour ceux qui connaissent le colligue, vous saurez que nous rassemblons une grande expérience sur les questions sanitaires, sur l'alimentation, sur la souveraineté alimentaire. Nous soutenons le secteur privé, mais travaillons avec tous les partenaires, tous les agents de l'écosystème agricole. Jérémy, vous avez oublié de nous dire qu'aujourd'hui, c'était votre anniversaire. Donc, bon anniversaire à Jérémy. Merci de nous consacrer un peu de temps le jour de votre anniversaire. Merci Isolina, merci à José. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Alors, je voudrais, avant toute chose, vous souhaiter à tous la bienvenue à cette sixième session et remercier tous les participants ainsi que les intervenants qui prennent le temps de participer à ce séminaire avec nous. Je voudrais également remercier les collaborateurs de l'OCDE pour cette coopération fructueuse qui nous a permis de tenir 5 sessions avant cette section numéro 6. Et comme l'a dit Isolina, le COLID est une organisation sans but lucratif du secteur privé. Notre mission a été revue et mise à jour il y a près d'un an. Euh, et cela s'est accompagné d'un changement de nom. Nous étions collés ACP, nous sommes devenus co-lead et nous bénéficions de la collaboration des différents opérateurs du secteur agroalimentaire dans la poursuite des ODD. Alors, nous le faisons grâce à des soutiens financiers des bailleurs de fonds, l'Union européenne, DFD et d'autres organisations. Et grâce à cela, nous élaborons des programmes qui peuvent être qualifiés de programmes d'assistance technique et technologique à l'adresse d'opérateurs dans les pays d'autres continents et des petits producteurs. Alors, un des points communs de tous ces programmes est de fomenter l'accès au marché, l'encourager à l'accès à des marchés étrangers, aux marchés mondiaux, et nous voulons le faire dans un cadre durable. José vous a déjà dit, tout comme Isolina,
que la fraude alimentaire est bien évidemment un problème considérable, et pas seulement du point de vue de l'accès au marché étranger, mais également du point de vue de la contribution des systèmes agroalimentaires à la poursuite des ODD, au vu de l'évolution de la réglementation. Et quelques éléments qui me sautent aux yeux sont la santé des consommateurs, l'alimentation, le régime alimentaire, la viabilité, la protection de l'environnement. Ce sont toute une série de préoccupations qui nous occupent, bien évidemment. Euh, Quant à ce qui est de nos activités, de nos programmes, de nos projets, nous avons défini différents niveaux d'intervention, différents niveaux d'intervention pour lutter pour la production la production alimentaire. Alors, tout d'abord, nous voulons expliquer un peu pourquoi faire, pourquoi adopter certaines procédures plutôt que d'autres, de manière à modifier les régimes agroalimentaires et d'améliorer les processus. C'est le niveau macro. Au niveau méso, un aspect considérable de notre travail et qui est sans doute la partie la plus difficile du travail que nous menons, c'est le dialogue avec le secteur privé, la dynamique du travail avec le secteur privé dans différents pays où nous sommes présents, surtout lorsqu'il est question de problèmes particuliers qui peuvent influencer la chaîne de valeur agroalimentaire. Alors pourquoi travailler main dans la main avec le secteur privé? Eh bien, pour traiter de problèmes tels que les problèmes de respect de la réglementation et autres, eh bien parce que nous sommes intimement convaincus que seule une collaboration entre les différents secteurs nous permettra d'adopter des solutions communes et de développer un sens de responsabilité commun, d'appropriation, d'intérêt commun en atténuant les conséquences des actes de certains opérateurs qui ne respectent pas les mêmes règles du jeu. Parce qu'en fin de compte, tout cela aura bien évidemment des conséquences négatives, pas uniquement sur les particuliers, sur leur santé, mais cela portera préjudice à l'image des producteurs, à l'image des entreprises qui participent à cette activité commerciale. Et troisième niveau, nous apportons une assistance technique directe pour tout ce qui concerne la transformation, les procédures de transformation. Nous avons aidé à la mise en place de systèmes de traçabilité, de contrôle en collaborant avec les autorités pour l'établissement de ces systèmes. Et je voudrais vous rappeler que bon, tous les aspects techniques doivent être pris en considération, mais cela nous oblige également à aborder la question éthique, la question d'un bon partenariat. Comment, personnellement et collectivement, nous estimons devoir travailler main dans la main. Et cela donne du sens à nos activités, des activités qui sont financées par les bailleurs de fonds, à la condition d'établir des contacts et une collaboration avec le secteur privé, avec les différentes parties prenantes. Nous avons à ce propos élaborer une charte de la viabilité et une des premières conditions est d'être un bon partenaire commercial. Cela peut vous sembler un peu simpliste, mais c'est bien évidemment un élément de toute première importance. Alors, dans une certaine mesure, il y a quelques années, nous avons tenté de définir un peu nos activités et d'élaborer des, euh, concept. Nous avons une charte fondée sur 3T, la trust, la confiance dans les marchés. Sans confiance, il est très difficile d'en arriver à la viabilité à l'échelle planétaire. Un tout grand merci donc à tous d'être aujourd'hui ici avec nous. Je ne prendrai pas plus de votre temps. J'espère que nous aurons une session des plus fructueuses et à nouveau
nouveau. Je vous remercie à tous d'être ici avec nous. Merci aux intervenants. Merci à ceux qui nous écoutent. Merci, Isolina, je vous rends la parole. Merci beaucoup. Jérémy, si vous souhaitez en apprendre davantage sur le colis, nous avons mis quelques liens Donc, dans sans le plus chat. d'attendre, on commence maintenant notre panel d'experts et on va commencer par Monsieur Éric Marin. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Marin, parce que je sais que vous êtes très occupé, chef adjoint de l'unité G5 et alerte traçabilité comité ADG Santé à la Commission européenne. Et vous êtes aussi le coordonnateur du réseau européen de lutte contre la fraude alimentaire. Avec les éléments qu'a souligné Jérémy d'information, de communication, c'est un des aspects essentiels, bien entendu, d'où l'importance de partager l'information sur ce réseau. Alors, vous avez un doctorat en médecine vétérinaire. À Lyon, on a quelque chose en commun, en fait, Lyon. Vos expériences à la Commission européenne ont porté sur la santé animale, sur l'aide aux pays en développement, la lutte contre la fraude, notamment à OLAF, vous nous en direz plus, l'audit de la mise en œuvre de la législation en matière de sécurité alimentaire. Et comme je l'ai dit, vous coordonnez le réseau européen de lutte contre la fraude alimentaire. Et auparavant, vous étiez au ministère de l'Agriculture français et expert aussi à l'Organisation mondiale de la santé animale. Donc, merci d'avance de partager avec nous un petit peu ce qu'est la fraude alimentaire, en tout cas dans le contexte de l'Union européenne. Et Jérémy et José l'ont dit, qui est quand même un des systèmes alimentaires les plus sûrs, enfin le plus sûr au monde, je dirais. Donc, merci de partager ce qu'est la lutte, ce qu'est la fraude alimentaire, aussi les moyens de lutte et les politiques mises en place au niveau européen qui devraient inspirer d'autres régions du monde. Merci beaucoup. Et Axel va gentiment aussi partager l'écran. Merci beaucoup. J'invite les participants à aussi, au fur et à mesure, mettre vos questions ou contributions dans le chat. Merci, Monsieur Marin. Merci à vous, merci pour cette invitation. Effectivement, c'est une excellente opportunité pour nous de présenter ce qu'on fait, et en particulier dans le secteur des fruits et légumes. Alors, comme vous le voyez, le titre déjà dit beaucoup de choses sur un tournant qui s'est produit dans l'Union européenne. C'était il y a maintenant 10 ans. C'était ce qu'on appelle la crise de la viande de cheval. Alors, pourquoi ça a été un tournant dans le domaine de la lutte contre la fraude? Ça n'est pas que la fraude n'existait pas auparavant, bien entendu. Mais pour la première fois, on a eu une fraude avec la crise de la viande de cheval, qui, je le rappelle, c'était une crise où de la viande de bœuf était substituée par de la viande de cheval, qui était moins chère, donc avec un gain économique pour les opérateurs. Mais c'est surtout que pour la première fois, on avait une crise vraiment majeure, en particulier auprès des consommateurs et des entreprises, mais qui n'affectait pas la santé publique. C'est-à-dire que c'était vraiment purement une fraude économique et elle a été très marquante en termes de conséquences économiques pour l'ensemble du secteur. D'où l'importance, on va dire, croissante d'engager une lutte spécifique contre ce type de fraude. Alors, on va passer donc à la diapo suivante. Je ne vais pas vous embêter très longtemps avec ça, mais ce sont les bases légales que nous utilisons si jamais vous êtes intéressé. Donc, on a une General Food Law, hein, une loi sur les aliments, une loi générale, et on a aussi on va dire un cadre légal pour le contrôle officiel. Et c'est sur cette base qu'a été créé le fameux réseau de lutte contre la fraude dont on va parler plus tard. Peut-être la diapo suivante. Notre législation a trois grands principes. La première, c'est que les opérateurs sont responsables de ce qu'ils mettent sur le marché. Donc, c'est une notion extrêmement importante. Les autorités compétentes des États membres et des pays tiers sont en charge de s'assurer de l'application de cette législation par les opérateurs dans leur pays. Et la Commission européenne, que je représente, elle est, elle, la gardienne de cette législation et de ces traités pour assurer que les États membres font appliquer correctement cette législation. Alors, c'est important de comprendre ça, c'est de comprendre que la Commission européenne n'a pas, elle, de pouvoir d'investigation pour aller enquêter sur, on va dire, des fraudes dans les entreprises. C'est vraiment le rôle, chez nous, des autorités compétentes des États membres. On peut passer à la diapo suivante. Alors, cette législation prévoit de couvrir, comme vous le voyez, tout le secteur de la chaîne alimentaire, toute la chaîne alimentaire, en partant de l'aliment pour les animaux
jusque, vous le voyez, bien entendu aux aliments eux-mêmes, mais aux marques de qualité, à la santé animale, à la santé des plantes, aussi aux produits phytosanitaires et au bien-être animal. On peut passer à la slide suivante. Alors, venons-en maintenant à ce fameux réseau qui a été créé donc, à l'occasion donc, de la crise de la viande de cheval. Ça a été créé quelques mois après. Il faut comprendre que ce réseau, c'est un réseau, on va dire, qui travaille qui échange de manière administrative, hein, et non pas judiciaire. Comme je l'ai expliqué juste avant, la commission n'a pas de pouvoir d'investigation et encore moins de pouvoir judiciaire. Et nous avons en Europe deux structures qui coordonnent les autorités policières, qui s'appellent donc Europol, qui a des liens aussi avec Interpol au niveau international. Et nous avons au niveau judiciaire une autorité qui s'appelle Eurojust, qui coordonne les enquêtes judiciaires. Donc, le réseau, lui, du réseau Agri-Food Fraud Network, lui, se trouve sur le côté gauche de la présentation, avec cette fois-ci des organismes administratifs qui, eux, vont échanger des informations entre eux. Alors, on va pouvoir aller à la slide suivante. Notre réseau d'alerte et de coopération qui comprend le réseau de lutte contre la fraude alimentaire, mais qui est aussi composé, vous le voyez, d'un système que beaucoup d'entre vous connaissent, qui s'appelle le Rapid Alert System for Food and Feed, qui lui est spécialisé dans les problèmes, on va dire, de santé publique. Hein. Et nous avons aussi un autre réseau qui est aussi lié à ces réseaux, qui est un réseau où on envoie des informations qui sont des non-conformités à notre réglementation, mais sans qu'il y ait des liens avec la santé publique, sans qu'il y ait de conséquences, pardon, sur la santé publique. Et la troisième partie, c'était le réseau Food Fraud. Tout à fait, vous avez anticipé parfaitement. C'est de voir un petit peu ce qui s'échange au sein de ces réseaux dans l'Union européenne. Vous avez ici les résultats pour 2023. Ce qui vous montre qu'en notification, le RASF, donc, qui est les problèmes de santé, avec des problèmes de santé publique, on a presque 5000 notifications par an où les États membres échangent entre eux des informations pour généralement rappeler les produits. Vous avez sur les non-conformités, ce qui s'appelle ici AAC, à peu près plus de 3000 notifications où là aussi les États membres s'informent de non-conformités pour qu'elles soient corrigées. Et ensuite, vous avez des non-conformités qui ont déjà été identifiées par les États membres comme étant des suspicions de fraude. Vous en avez pour l'an dernier 758. Alors, je vous laisse le détail, on y reviendra plus tard. Nous pouvons passer à la slide suivante pour vous montrer comment est-ce qu'on établit au niveau de l'Union européenne que potentiellement nous avons une fraude. Alors, tout d'abord, bien sûr, nous avons une non-conformité à la loi. Ça, c'est le premier élément. Mais ensuite, on doit avoir une tromperie Alors, en français, on parle ici pas de consommateurs, parce qu'on peut aussi parler d'industrie. Hein. Ça peut être une tromperie des consommateurs et une tromperie à l'industrie, en business to business. Mais l'élément majeur, bien entendu, c'est qu'il faut qu'il y ait une suspicion de gain économique en faisant cette fraude. Et le facteur qui est le plus difficile, bien entendu, à prouver, c'est l'intentionnalité. Alors, il y a peut-être une seule chose qui est à retenir ici, et j'insiste sur celle-ci. Pourquoi on doit identifier, quand on a des non-conformités, si potentiellement ce sont des fraudes? Eh bien, très simplement parce que l'inspection des services de contrôle doit se faire différemment. Si vous allez dans une entreprise et que la non-conformité est accidentelle, vous lui indiquez la non-conformité et elle va la corriger dans le cadre de son plan, on va dire HACCP. Si par contre, l'industrie l'a fait intentionnellement avec un gain économique, vous allez pointer la non-conformité, mais il y a de fortes chances que cette entreprise va trouver un moyen parallèle ou recommencer parce qu'elle a un gain économique et qu'elle le fait intentionnellement. Elle n'aura pas l'intention de le changer. Donc ici, ça veut dire que vous avez une importance pour l'inspection d'identifier potentiellement les entreprises où ça pourrait être fraudulé. Et donc, ça demande une attention particulière au moment de l'inspection. On peut aller à la page suivante. Ici, vous avez l'évolution du nombre de notifications
qui ont été échangés au sein du réseau sur la fraude alimentaire en Europe. Et vous voyez qu'au fur et à mesure des années, on a une augmentation assez nette, ce qui ne veut pas dire qu'on a une augmentation des fraudes sur le marché, mais par contre, on a une augmentation de l'attention qui est donnée par les autorités compétentes sur la lutte contre la fraude en Europe. On peut passer à la slide suivante. Ici, et je pense que ce sera d'un intérêt pour tous les participants, c'est tout récent. Donc, on a commencé au mois de février dernier, à publier, et on publiera tous les mois, les notifications avec suspicion de fraude qui ont été identifiées dans nos systèmes. Donc, notre système comprend les 3 parties dont j'ai parlé juste avant, la partie santé publique race, la partie AAC, donc des non-conformités, et la partie food fraud. Donc, vous avez compris qu'on a à peu près 9 000 notifications par an. Elles sont toutes passées au crible et on essaye de voir, au niveau de la commission, celles qui potentiellement peuvent représenter des fraudes. Et on l'indique, c'était déjà fait depuis 5-6 ans aux autorités, et maintenant, ça va être publié pour que toutes les autorités et tous les opérateurs puissent avoir des notions sur ce qui est identifié comme étant potentiellement de la fraude. Donc ça permet aux autorités de faire une évaluation des risques pour leur compagnie, et aux compagnies de faire une évaluation des risques pour leur entreprise, et pour les autorités de se dire, tiens, est-ce qu'on ne ciblerait pas nos contrôles dans ce domaine, puisqu'il semble y avoir énormément de fraude. Voilà. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je serais très intéressé, et je vous amène à réfléchir d'ici la fin de la présentation. Si vous deviez, vous, identifier la fraude qui, dans votre pays ou dans votre région, a eu le plus gros impact en termes de santé publique, laquelle ce serait? Je parle d'un événement. Et j'ai la même question, toujours en termes de conséquences pour la santé publique. Quel secteur serait peut-être le secteur à contrôler parce qu'il y a des risques énormes en matière de santé publique par rapport à ce qu'on peut voir dans les reportings. Donc, je vous invite à y réfléchir et puis vous pouvez le mettre dans le chat. Je serais intéressé d'avoir un petit peu votre vision là-dessus. Moi, je vous donnerais, au niveau européen, pour nous, quel a été l'événement majeur en termes de santé publique dans le domaine de la lutte contre la fraude, et le secteur qui, en termes de santé publique, je parle bien, est aussi le plus, on va dire, inquiétant. On peut passer à la présentation suivante. Elle a été préparée pour vous. On est sur les fruits et légumes. Donc, par rapport au monthly report que vous avez vu juste avant. Donc, vous voyez, en janvier, on a eu 725 notifications dans notre système IRAS par les 3 réseaux, et nous avons identifié 227 suspicions de fraude potentielles. Ça ne veut pas dire que c'est de la fraude, mais ça veut dire, attention, ici, il faut faire une inspection plus ciblée. Et parmi celles-ci, nous avons sorti ce qui ressort le plus, ce sont les pesticides, avec l'utilisation de pesticides, et donc ici des inspections qui sont demandées un petit peu plus, on va dire, approfondies. Vous pouvez voir qu'il y avait 129 suspicions de fraude au niveau des pesticides et 100 qui sont d'origine pour les non-member countries, qui incluent bien entendu ce qu'on appelle aussi les pays tiers. Hein. Et vous voyez ici le top, je veux dire le top des 5 pesticides. Hein. Donc ici, on a le chlorpyrifos qui vient en premier. En termes de pays, on a beaucoup de notifications qui viennent de Turquie, d'Égypte. Et au niveau des produits eux-mêmes, les citrons, les pamplemousses et aussi les piments. Voilà. Donc, on va pouvoir passer à la slide suivante. Il faut savoir que on a, au niveau européen, on utilise le centre de recherche de référence, un centre de recherche de référence qui nous donne des directions. Ils ont publié un rapport qui sera certainement d'intérêt pour les autorités compétentes. C'est
quelles sont les bonnes pratiques pour justement mieux contrôler les fraudes. Donc j'indique ce document parce il est très intéressant. Et aussi, vous avez notre législation qui prévoit de renforcer les contrôles aux endroits où on pense qu'il y a des risques. Ce qui explique aussi que certains pays ou certains produits sortent plus souvent, comme vous l'avez vu avant, puisqu'il y a une augmentation des contrôles sur ce secteur ou sur ces pays. On peut passer à la slide suivante. Donc, nous avons un centre de référence au niveau de la commission qui nous permet d'évaluer donc les aspects scientifiques pour lutter contre la fraude, en particulier au niveau analytique. Quand on fait des plans coordonnés de lutte, on s'adresse à eux pour leur demander un appui technologique, pour faire ces plans de contrôle. On peut passer à la slide suivante. Et voilà donc un petit peu les actions qui ont été mises en œuvre depuis une dizaine d'années, depuis qu'on a créé ce réseau. Nous avons des plans ciblés et coordonnés de lutte, comme vous le voyez dans différents types de domaines. Les tout derniers en date étaient sur le miel. Vous pouvez trouver tous ces résultats sur notre site web. Et on a aussi des actions, comme vous le voyez, sur le trafic illégal de chiens et chats. Et les prochains qui vont venir, les fraudeurs sont prévenus, c'est sur l'addition d'eau, en particulier sur les produits de la mer. Voilà, alors dans ce cadre de ces actions coordonnées, on travaille avec Europol pour avoir la partie investigative avec les services de police dans les États membres ou dans les pays tiers, hein, parce qu'on a aussi l'appui des polices dans les pays tiers. Et ça nous donne des actions qui sont très solides et qui nous donnent généralement une prévalence un petit peu de la situation dans un domaine, dans un secteur, par rapport à un type de fraude. Hein. Comme je l'ai dit, sur l'addition de miel dans le sucre, ça portait essentiellement sur les importations de miel. Et on s'est rendu compte que plus de 45% des produits qui ont été testés, avec les toutes dernières méthodes qui ont été appuyées par notre centre de recherche, présentaient de grosses suspicions de fraude. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Donc ici, vous avez tous les résultats si vous voulez les consulter. Je passe rapidement. Vous pourrez les consulter si vous le souhaitez. Juste un petit détail des opérations, parce que ça vous montre que ce sont des opérations qui sont assez étendues sur le temps. Généralement, ça prend 6 à 1 an à être préparé en termes technologiques, et ensuite une année, le temps de mettre en œuvre cette opération, et avec les investigations qui suivent le plan d'action. Donc ici, vous avez le détail sur le plan d'action sur le miel. On peut passer à la slide suivante qui va donner cette fois-ci les résultats. Hein, comme vous le voyez, un grand nombre d'échantillonnages sur une période donnée. Et ensuite, avec, comme je vous l'ai dit, beaucoup de résultats qui étaient non conformes, on va dire même suspicieux de fraude, et des opérateurs qui ont été ciblés pour les investigations et qui continuent à être ciblés pour les investigations. Voilà. On peut passer à la suivante. Je viens maintenant à l'aspect international. Le monthly report que vous avez vu est basé, celui qu'on a publié donc au mois de février sur les notifications du mois de janvier et qu'on va continuer à publier tous les mois. Il est basé sur des normes du Comité européen de normalisation, le CEN, CEN, qui vient de définir, on va dire, les catégories de fraude. Voilà. Donc on s'est basé sur cette catégorisation qui est toute récente et qui va bientôt être publiée pour sortir aussi notre catégorisation au niveau des suspicions de fraude. Mais il faut savoir que le Codex alimentaire travaille aussi d'arrache-pied sur la définition donc, de la fraude et qu'on espère avoir en 2024 pourquoi pas une définition en 2025, une définition opérationnelle qui sera reprise par le Codex alimentaire. On peut terminer avec les principales conclusions. Comme vous le voyez, l'attention sur la fraude au niveau européen, dans l'ensemble des pays européens, c'est de plus en plus important pour les services de contrôle.
Les autorités et les entreprises sont tout à fait conscientes des risques que ça représente, pas seulement pour les consommateurs, mais surtout pour les marques, et que on développe de plus en plus maintenant de méthodologies pour combattre la fraude. Voilà. Alors, c'est pas simple parce que, comme on dit toujours, les fraudeurs ont toujours une longueur d'avance, mais on essaye de les rattraper le plus vite possible. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention et merci encore au COLED pour son invitation à vous présenter donc ce que nous faisons ici au niveau de l'Union européenne dans le domaine de la lutte contre la fraude. Merci beaucoup, Monsieur Marin. Une présentation et une introduction très, très intéressante et surtout pratique pour des moyens aussi de prévenir et de lutte et de coordination entre États membres et Commission européenne. On a mis dans le chat les liens, vous les avez aussi dans la note que nous avons préparée, notre programme. Et mes collègues vont aussi mettre un lien à en fait, un documentaire que vous avez gentiment aussi sur la fraude alimentaire que vous nous avez partagée, que vous pouvez regarder si vous n'avez rien à faire ce week-end, par exemple. Donc, merci beaucoup. Je vous encourage à mettre de nouveau vos contributions, questions et autres on reprendra ça à la fin, aussi bien pour Monsieur Marin que pour les autres speakers. Sans plus attendre, je voudrais vous présenter Monsieur Salvatore Albertino. Il nous rejoint depuis son domicile. Il est inspecteur de la Direction générale italienne pour la prévention et la lutte contre la fraude agroalimentaire. Monsieur Albertino est donc spécialiste. Nous avons voulu comprendre ce qu'était le travail d'un inspecteur afin de mieux comprendre de quoi il s'agissait. Quelle est la formation nécessaire? Quelles sont les informations dont les opérateurs doivent disposer? C'est très important. Et il y a bien entendu un minimum d'informations qu'il faut avoir pour pouvoir déterminer ce qu'est une fraude alimentaire. C'est un petit peu différent d'autres fraudes. Alors, Monsieur Alberino a commencé à travailler comme euh, expert au sein de, donc il travaille comme expert au sein de la Direction générale italienne pour la prévention et la lutte contre la fraude. Il a exercé des activités d'inspection dans le secteur de l'huile, du vin, de la production des produits avec des noms enregistrés. Il a ensuite travaillé pendant 5 ans à un autre bureau des organismes de contrôle et il a aussi beaucoup travaillé avec des autorités qui contrôle les produits d'appellation d'origine protégée ou encore d'indication géographique protégée, la spécialité traditionnelle garantie et les produits de l'agriculture biologique. C'est très important, bien entendu, puisque l'Europe est chef de file en ce qui concerne la qualité. Merci d'avance, Monsieur Alberino, de partager avec nous votre expérience. Je vous donne sans plus attendre la parole. Merci. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran avec vous, avec quelques clichés. Permettez-moi de commencer par remercier l'organisateur qui m'offre la possibilité de vous présenter l'organisme pour lequel je travaille. Je travaille donc pour l'inspection centrale de la répression des fraudes. L'inspection est un petit peu longuette en termes de dénomination. On va dire l'ICQRF. Donc, le rôle de l'ICQRF est très important dans les systèmes de contrôle officiels italiens. Alors, vous voyez ici à l'écran un lien. Si vous cliquez sur ce lien, vous allez pouvoir voir une brève vidéo du travail réalisé par l'ICQRF. Alors, qui sommes-nous? Habituellement, je commence par dire que nous sommes tout simplement la main droite du ministère de l'Agriculture. Mais en fait, nous sommes sans aucun doute l'organisme de contrôle technique du ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et des forêts, mais nous travaillons aussi sur les produits phytopharmaceutiques, les aliments pour animaux, les semences, etc. Et nous sommes, selon le règlement 2017-625 de l'Union européenne, nous réalisons des contrôles officiels
Et nous avons également des activités de police sous la coordination d'un procureur général. Et alors, il y a différentes sections, bien entendu. Il y a les questions d'obligation aussi, de publication. Alors, il y a aussi la question de présenter différentes activités. Comme l'a dit Isolina, nous sommes également responsables de l'autorisation et de la supervision des organismes de contrôle chargés de certifier les denrées alimentaires pour ce qui concerne l'appellation origine protégée. Alors, comme ou l'indication géographique protégée, c'est très important pour l'Italie, bien entendu. Et enfin, depuis 2 ans, il faut savoir que nous sommes également intéressés par les pratiques déloyales. Alors, quelques mots là-dessus. Alors, je voudrais dire quelques mots de l'évolution de notre service d'inspection. Nous avons commencé à travailler dans le contrôle de la filière des entreprises jusqu'aux consommateurs, jusqu'au marché. Et depuis 2 ans, nous portons une deuxième casquette. Nous tentons également d'assurer une présence sur le marché business to business, dont je dirai quelques mots plus tard. Voici notre organisation, notre implantation géographique. Nous avons un bureau central, 3 directions générales à Rome, ainsi qu'un réseau décentralisé qui nous permet de couvrir la totalité du territoire italien. Nous bénéficions également des services de 6 laboratoires chimiques accrédités. Et comment travaillons-nous? Eh bien, en vertu du programme de contrôle officiel, nous devons définir le nombre d'inspections effectuées chaque année. Et nous définissons les secteurs les plus à risque. Et notre programme de contrôle est également fondé sur des rapports provenant d'autres autorités ou d'autres pays. Comme l'ont dit des collègues avant nous, nous ne travaillons pas qu'au niveau italien, nous sommes également actifs au sein de l'Union européenne et au-delà des frontières de l'Union européenne. Nous sommes l'autorité italienne d'office assurant le respect de la réglementation UE 1151-2012. Nous suivons également la réglementation 2018-273 pour le secteur viticole. Nous agissons dans ce secteur comme instance de liaison et nous tentons de nous entraider et de partager nos expériences. Alors, je parle de contrôle officiel. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que nous procédons, pour commencer, à une analyse de risque et nous pouvons vérifier aussi bien les produits que les opérateurs dans tous les secteurs, la production, la transformation, la commercialisation. Nous devons assurer une transparence maximale. Nous avons donc un programme, nous rédigeons des rapports que nous publions par la suite et nous procédons bien évidemment à des contrôles officiels sur la base de techniques prédéfinies. Voici un exemple tout simple de la procédure que nous suivons pour assurer les contrôles. Nous avons un tableau à double entrée pour être tout à fait transparent dans notre travail et pour assurer la pertinence du travail de nos inspecteurs qui ne peuvent pas se rappeler de tout ce qui doit être vérifié. Nous avons publié ce modèle. Et nos contrôles peuvent concerner la documentation. Nous pouvons procéder à des inspections physiques où nous allons sur site. Nous pouvons procéder à des analyses, mais nous nous concentrons également beaucoup sur les contrôles en ligne. Et lorsque je parle de contrôle en ligne, ce que je veux dire, c'est d'une part que nous vérifions la traçabilité et l'origine à l'aide d'outils.
En Italie, nous disposons de registres électroniques où des données doivent être saisies. Tous les producteurs doivent saisir des données et les inspecteurs, lorsqu'ils vont sur site, ils peuvent assurer la vérification de la traçabilité de l'origine à tous les niveaux, depuis l'emballage jusqu'aux caractéristiques des produits. Puis nous procédons également à une analyse thématique RMN qui est très importante, une analyse des isotypes de manière isotopique de manière à vérifier l'origine des produits. Et cela s'applique plus particulièrement au vin, à l'huile d'olive. Ce sont des produits qui il va sans dire, sont importants pour l'Italie. Alors, je parle de vérification en ligne et la deuxième procédure que nous effectuons en ligne, c'est que nous concluons des protocoles d'accord avec certains marchés en ligne extrêmement importants, Amazon, eBay, Rakuten, Alibaba, et nous concluons ces protocoles d'accord qui nous permettent d'exercer nos contrôles à travers le monde. Si nous découvrons un produit en ligne, nous pouvons, grâce aux outils dont nous disposons, procéder à des contrôles et éventuellement mettre un terme à cette commercialisation s'il y a fraude. Vous voyez ici un produit, un exemple, un produit vendu en ligne par un opérateur suisse. Selon notre protocole d'accord, nous pouvions procéder à des analyses sur ce marché et nous nous sommes rendus compte ici que ce produit était un produit qui était soi-disant un produit d'origine contrôlée de Riviera Ligure bon, cela concerne un produit italien, mais ici nous avons un autre produit, un autre exemple. Dans ce cas-ci, il s'agissait de produits dont l'emballage mentionnait feta, un fromage grec, la parmesan, un fromage italien et le Gouda qui est un fromage des Pays-Bas. C'était une contrefaçon et grâce aux actions que nous avons menées, nous avons pu arrêter ces produits et faire en sorte que ces données ne figurent plus sur l'emballage. Et le dernier exemple, c'est une vente de vinaigre balsamique. L'étiquette disait Aceto balsamico di Modène. Mais dans ce cas-ci, ce produit n'était pas de l'authentique vinaigre balsamique de Modène. Et nous avons donc mis un terme à la vente en ligne de ce produit. Ce qui veut dire que nos contrôles en ligne concernent non seulement la production et la transformation, mais également la commercialisation. Alors, je vous ai dit, pour commencer, que depuis 2 ans, nous travaillons également aux activités business to business. Et business to business, cela fait référence à toute relation entre deux entreprises. Et quelle est l'importance de cette intervention? Eh bien, parce que parfois, une des deux entreprises a un pouvoir démesuré et ne se comporte pas correctement à l'égard de l'autre entreprise ou des autres entreprises et tente de les tromper ou de tirer avantage de son pouvoir. Nous avons commencé à mener enquête et grâce à la réglementation, nous pouvons mettre un terme à bon nombre de pratiques douteuses. Certaines de ces pratiques sont par exemple l'absence de contrat écrit. S'il n'y a pas de contrat écrit, à l'évidence, on ne peut faire appel à la justice pour que les règles soient respectées. Alors, dans un autre cas, une entreprise ne s'est pas acquittée de ses droits dans les délais impartis. Et
la proposition était rendez les marchandises pour ne pas payer. C'est évidemment une pratique qui est douteuse et qui pose des problèmes dans la chaîne de valeur, dans la filière. Alors, comment avons-nous détecté ce type d'activité? Nous avons ici deux manières de détecter ces cas-là. Soit nous allons sur notre site Internet ou tout un chacun peut faire un rapport de cas particuliers, ce qui déclenche euh, des enquêtes. Et par ailleurs, grâce à l'Institut économique italien, nous avons lancé la chaîne économique où l'on trouve le prix des matières premières et détecter le problème, ce qui mènera à un travail d'enquête. Voilà, mon temps est écoulé. Je vous ai donc donné quelques petites idées, un rapide aperçu du travail que nous menons. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation qui est également très intéressante et complémentaire. Vous en avez énormément appris et des questions ont été posées sur lesquelles nous reviendrons par la suite. La méthode d'enquête, la checklist, bon nombre de questions sur la formation, le partage avec les opérateurs, les agriculteurs. Ce que nous allons faire c'est d'abord de donner la parole à notre dernier intervenant qui vient d'Afrique, qui vient du Monsieur Bénin. Francis Dossou-Sognon est le fondateur d'Agrosphère au Bénin. Il a beaucoup d'expérience en fait sur la transformation digitale en France. Et il a notamment travaillé dans le secteur bancaire. Et comme beaucoup des entrepreneurs que nous avons dans nos séries, c'est quelqu'un qui aussi veut contribuer à son pays et à son continent et apporter des solutions nouvelles bien sûr, à un problème. Vous aurez imaginé que le problème de la fraude alimentaire, s'il est important en Europe avec toutes les législations et la coordination dont nous a fait part M. Marin, il est encore beaucoup plus important en Afrique où le manque de données, bien entendu, est beaucoup plus important. Mais vous êtes, Francis, le cofondateur d'Acumen Network, une entreprise de digitalisation qui accompagne les entreprises privées, les organismes publics, les ONG, etc., dans leur transformation. Est-ce que vous allez nous expliquer? C'est un des outils, bien entendu, on ne peut pas en 1 heure et demie présenter beaucoup de cas de succès, c'est juste pour montrer, et on l'a mis dans la note que vous avez tous, que les outils digitaux peuvent constituer aussi, pas la seule, mais une manière de combattre la fraude alimentaire parce qu'ils aident à une plus grande transparence et traçabilité du système alimentaire. D'ailleurs, c'est un des domaines d'activité aussi du COLID. Donc, sans plus attendre, Monsieur Dossou, merci beaucoup de nous rejoindre du Bénin et vous avez la parole. Merci beaucoup Isolina, merci à tous. Et vraiment ravi de cette invitation et de cette occasion de partager ce qu'on fait, mon équipe et moi, donc à travers la société Agrosphère en termes d'accompagnement des acteurs des filières agricoles sur des problématiques opérationnelles, donc telles que les questions de lutte contre les fraudes. Donc, je partage mon écran, dites-moi quand c'est bon. Oui, c'est bon, simplement, oui. OK. Donc, je vais quand même commencer par faire une rapide introduction de ce qu'on fait. Donc, c'est quoi Agrosphère? Quels sont les services qu'on offre et quelle est notre approche de mise en œuvre de ces services? Et ensuite, on ira dans une deuxième partie où je vais vous présenter quelques cas pratiques des expériences terrain qu'on a et des solutions qu'on est en train de déployer actuellement avec certains de nos clients et qui répondent justement à la thématique du jour. Donc, Agrosphère, en fait, c'est une entreprise, une agritech, et on est positionné sur une ambition simple qui est d'accompagner de manière durable les agriculteurs africains et leurs clients, en l'occurrence plutôt les industriels, dans une amélioration continue de leur performance. Et donc pour ça, on est parti d'un postulat qui est que le producteur et la coopérative vont être
le principal moteur sur lequel on va travailler pour satisfaire des besoins de plus en plus exigeants du marché local ou aussi du marché international à travers des industriels qui font de la transformation ou de l'exploitation, peu importe le modèle. Et donc, on va travailler sur la performance de la production, on va travailler sur l'accès au marché. Donc, la performance de la production, c'est vraiment tout ce qui est en amont, l'accompagnement de la production et l'agrégation de la recette, de la récolte, pardon. Et ça va jusqu'à l'accès au marché où on va travailler justement sur la relation entre les industriels et des petits producteurs regroupés en coopérative ou pas. Et donc, cette activité aujourd'hui, on l'amène dans plus d'une dizaine de filières déjà. Et on est concentré essentiellement donc, sur tout ce qui est céréales, les noix, les fruits et légumes qui vous concernent principalement. Donc, comment on a implémenté cette approche? L'idée, c'est vraiment d'être dans un accompagnement de bout en bout, vraiment en mettant la donnée au service de la performance des acteurs des filières agricoles. Et donc, pour ça, on se positionne dans une relation aujourd'hui où on a principalement, on va dire, trois acteurs avec lesquels on va interagir. Donc, c'est les producteurs et leurs coopératives, les gouvernements, les ONG, et les partenaires institutionnels. Et on a en face de nous les industriels, les acheteurs industriels. Ce qu'on met dans le groupe des acheteurs industriels, c'est tous ces acteurs-là qui ont besoin de gros volumes, que ce soit pour de la transformation, de l'exploitation ou ce qui sont des agrégateurs simplement. Donc, ces acteurs sont généralement en relation. Nous, ce qu'on va faire, c'est d'essayer d'accompagner cette relation de bout en bout en utilisant de la technologie, mais pas que. On a aussi de la compétence et des experts agronomes qu'on va déployer sur le terrain. Et donc, on va accompagner cette relation depuis le début, donc en construisant la connaissance du producteur, en poursuivant par la cartographie des parcelles, en accompagnant les campagnes agricoles, la mise en œuvre des campagnes agricoles, en mettant en œuvre de la traçabilité et en simplifiant les certifications. Et on va permettre aussi l'accès au marché parce qu'on a une plateforme digitale d'accès au marché pour certaines de nos coopératives ou la mise en relation ou la construction et l'animation d'une relation contractuelle qui existe ou qui va être créée avec un industriel. Notre approche, c'est, tout à l'heure, Isolina parlait d'outils, donc c'est vraiment ça notre approche. Notre approche, c'est la boîte à outils. Donc, notre technologie est une boîte à outils où aujourd'hui, on a huit outils qui sont dans cette boîte à outils. Normalement, dans quelques semaines, on aura deux autres qui vont s'ajouter, mais ces outils sont combinés et sont déployés en fonction des circonstances et en fonction des besoins des clients qu'on accompagne. Donc, sur la production et l'agrégation, donc on va accompagner la production, la maîtrise de chacune des étapes de la production, la supervision de cette production, et sur le sourcing, donc maîtrise du sourcing, savoir ce qui est disponible où et quand, et avoir une maîtrise aussi de cette activité-là. Et donc, notre boîte à outils aujourd'hui, donc c'est une application mobile d'un côté et une application web de l'autre qui vont combiner différentes capacités technologiques pour collecter de l'information sur ce qui se passe sur le terrain, le traiter dans le système, utiliser les données satellitaires, utiliser les données météo et plein d'autres sources pour permettre de maîtriser de bout en bout ce qui se passe. Aujourd'hui, l'ambition de l'Agrosphère, c'est d'être focalisé sur l'Afrique pour tout ce qui est production et accompagnement des filières agricoles et accompagnement des producteurs. Et évidemment, de travailler sur la partie accès au marché, sur la partie industrielle, avec autant les industriels locaux qui sont présents sur le continent que les industriels qui sont hors du continent, mais qui ont besoin des matières premières qui sont disponibles en Afrique. Et donc, pour accompagner cette ambition, aujourd'hui, on est déjà déployé dans 4 pays d'Afrique de l'Ouest. On va ouvrir la RDC cette année et on veut s'étendre vraiment sur ce corridor Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Et on travaille sur déjà plus d'une dizaine de filières, comme je disais. On a déjà un réseau, on accompagne déjà plus de 30 000 petits producteurs. Et en face de ces 30 000 petits producteurs, on a une dizaine d'industriels qu'on accompagne déjà sur les thématiques que je vais vous présenter tout de suite. Donc, on passe sur la partie, on va dire, cas de mise on va dire, en exergue de comment est-ce que notre technologie et nos solutions et notre accompagnement aident à prévenir la fraude. Donc, j'ai identifié 4 exemples que je vais vous présenter.
On va travailler sur l'agrégation, sur le contrôle des volumes pour détecter les fraudes et sur une traçabilité de bout en bout aussi qui permet de remonter les cas d'anomalies, de pouvoir tracer ces anomalies. Et un dernier point qui est une certification en un clic qui est très intéressant d'un point de vue aussi lutte contre la fraude. Donc, le premier cas que je vous annonçais, donc, c'est le suivi de l'agrégation. Donc, là, on est dans le cas d'une relation industrielle coopérative au Bénin. Donc, l'industriel, c'est Afro-Canton. Donc, Afro-Canton, Bénin Cachou, ils font de la transformation de noix de cajou qui est exportée vers la Belgique et distribuée par Colruyt en Europe. Et ils s'approvisionnent auprès d'un réseau de producteurs de coopératives qui s'appelle l'IRCPA. Et la problématique qu'ils avaient, c'est d'avoir de la visibilité sur ce circuit d'approvisionnement pour que les lots qu'ils reçoivent réellement en entrée de l'usine puissent être en cohérence avec les lots que les producteurs sont censés avoir envoyés. Parce que des fois, il y avait des dysfonctionnements où les lots n'étaient pas les mêmes entre ce que les producteurs disent avoir donné, ce que la coopérative avait agrégé à ces différents points d'entreposage et ce qui avait été finalement livré. Et donc, ce qu'on a fait comme approche, c'est d'utiliser notre plateforme pour digitaliser vraiment tout le fonctionnement de la coopérative et permettre un monitoring de son agrégation. Donc, au sein de la coopérative, donc, ça leur fait un outil de pilotage de l'activité agricole et surtout de la phase d'agrégation lorsqu'il faut commencer à récolter des sacs de noix de cajou auprès des producteurs et les agréger dans des entrepôts, ensuite dans des plus gros entrepôts. Donc, ces lots de produits sont tracés. Et en bout de course, aujourd'hui, le système qui a été déployé va jusqu'à Afro-Canton Bénin Cachou, donc côté industriel, où lorsqu'ils reçoivent au niveau de leurs entrepôts des lots livrés par la coopérative, ils sont capables à tout moment de remonter au producteur qui a fourni chaque sac. Et donc, cet accompagnement, donc ce tracking de l'agrégation se poursuit jusque quasiment au produit final où lorsque les noix ont été traitées, nettoyées et mis dans des ballots de noix toutes blanches et propres, on est quand même jusqu'à ce moment-là encore capable, lorsqu'on identifie un problème, de remonter toute la chaîne et d'identifier d'où vient le problème, quelle coopérative, quel sac et donc quasiment quel producteur a fourni le sac problématique. Donc ça, c'est un premier cas qui est opérationnel donc aujourd'hui chez voilà, un de nos clients au Bénin. Le deuxième cas que je vais vous présenter, ça se passe en Côte d'Ivoire, filière cacao. Donc, on travaille dans cette filière avec un industriel allemand qui s'appelle Dr. Bronner, qui s'approvisionne auprès d'une coopérative exclusivement féminine qui s'appelle Caniscope, certifiée avec un niveau d'exigence de la part de Dr. Bronner qui est très élevé. Et donc, la problématique à laquelle on va s'attaquer, qui nous avait été exposée, c'est que une fois encore l'agrégation, cette fois-ci, le problème qu'ils avaient, c'est que des producteurs essayaient de faire rentrer des volumes supérieurs à ce qu'on attend d'eux. Donc, comme les produits sont certifiés, il y a un accompagnement qui est très sérieux et le produit est très valorisé. Le producteur sait que le sac de cacao qu'il vend via ce canal lui rapporte quasiment 30% par rapport au sac de cacao qu'il vend via d'autres canaux. Donc, il va essayer de faire rentrer par ce circuit d'approvisionnement donc de Caniver, Dr. Bronner, du cacao qui en réalité ne vient pas de la parcelle qui a été certifiée et qui est accompagnée. Donc là encore, ce qu'on a fait, donc toujours avec notre boîte à outils technologique, on a digitalisé le fonctionnement de cette coopérative-là, de sa mécanique d'agrégation. Et cette fois-ci, le système va permettre de détecter, en début de campagne, on a identifié Monsieur X avec 2 États, par exemple. On estime dès le début de la campagne la quantité de produits qu'on peut obtenir de lui. Par exemple, à raison de 700 kilos à l'hectare. Donc, on sait qu'avec 2 hectares, on va récupérer 1,4 tonne de cacao chez lui. Et on va suivre tout au long de la campagne les différents événements qui peuvent, on va dire, impacter positivement ou négativement ce rendement. Et toujours est-il qu'au moment de la récolte, lorsqu'on va commencer à récupérer des sacs de cacao chez lui, le système va être en capacité d'alerter lorsqu'on va être, par exemple, à 80 ou 90% de sa capacité.
Et à partir de ce moment-là, on va être beaucoup plus exigeant, beaucoup plus regardant, beaucoup plus attentif aux produits qu'il va injecter dans le circuit. Pas parce qu'on n'a pas été avant, mais on atteint un seuil où, voilà, un seuil de vigilance où les agents collecteurs vont être beaucoup plus exigeants, beaucoup plus regardants sur ce que le producteur va rentrer dans le système et à pouvoir lui dire à un moment donné, OK, nous avons atteint ta capacité estimée, on va s'arrêter là, même si tu as du produit en plus, on préfère que tu trouves un autre canal pour le distribuer parce que nous ne sommes pas sûrs de la qualité de ce produit-là. Ou on pourra mener des contrôles voilà, plus poussés pour être sûr de la qualité de ce produit. Donc ça, c'est encore un deuxième cas aujourd'hui où notre système va permettre à cette coopérative et derrière à l'industriel qui est son acheteur de s'assurer qu'il n'y a pas de cacao qui va rentrer d'une autre origine et qui va venir polluer le travail très élaboré et très soutenu qui a été fait toute la campagne. Le prochain cas que je vais vous présenter, donc, c'est un cas de traçabilité de bout en bout au Sénégal. Donc, on a un client qui s'appelle Saf Ingrédients qui collecte de l'oignon auprès d'un réseau de plus de 1200 petits producteurs et qui va transformer cet oignon à destination du marché du marché food européen, du marché agroalimentaire européen. Donc, cet oignon réduit en poudre va être utilisé voilà, pour la préparation de plats. La difficulté qu'ils avaient, donc, c'est travailler avec 1200 petits producteurs dans le nord du Sénégal, c'est de pouvoir faire un suivi de chacun de ces producteurs et pouvoir avoir une visibilité de bout en bout sur l'oignon qui est fourni. Donc là, encore une fois, on a déployé notre boîte à outils, c'est la même approche. On digitalise l'organisation, la coopérative, on sait c'est qui les membres, on sait c'est quoi les parcelles agricoles. On va implémenter des systèmes de monitoring de ce que font les agents terrain en termes de conseil, en termes d'accompagnement. Et en fin de compte, c'est d'offrir une visibilité 360 de l'approvisionnement de bout en bout. Et la particularité avec ce client SAF, c'est qu'on intègre notre dispositif dans son système d'information existant pour que les données de traçabilité et les données d'accompagnement sur le terrain viennent alimenter un système qui va permettre voilà, de calculer, par exemple, les rémunérations des différents acteurs qui sont au devant de la chaîne d'approvisionnement. Donc là encore, ça permet vraiment à cet acteur-là de s'assurer que son approvisionnement est maîtrisé, qu'il a de la visibilité sur ce qui est fait et qu'il n'y a pas de risque que voilà, des produits qui n'ont pas été suivis par ces agents rentrent dans le système ou qu'il y ait des pertes ou des vols au cours de circuit d'approvisionnement. Le dernier cas que je vais vous présenter, c'est un cas qu'on a déroulé au Bénin. Donc, la FENACOPAB, c'est une coopérative faîtière donc, qui regroupe plus de 3000 petits producteurs d'ananas. Et parmi ces 3000 petits producteurs, il y en a quelques-uns qui, un peu moins de 1000, qui sont certifiés Global Gap. Et donc, la certification Global Gap est une certification, comme beaucoup d'autres, très exigeante, qui est difficile à obtenir, mais encore autant à conserver parce que, évidemment, il faut chaque année démontrer et montrer patte blanche et donc démontrer les techniques qui ont été utilisées, notamment pour la production. Et ça constituait beaucoup de données que la coopérative notait sur des papiers et rentrait des fois dans des fichiers Excel et pour pouvoir ensuite remplir justement les modèles Excel de Global Gap. L'accompagnement que nous avons fait avec cette coopérative, c'est qu'on a digitalisé donc, la coopérative, on a digitalisé ses procédures internes et on a permis à la coopérative, lorsqu'il y a on va dire, cette période de renouvellement de certification, de simplement, en un clic, générer le rapport de certification qui est déjà rempli avec toutes les données qu'il faut au modèle Global Gap et il ne faut juste plus qu'à l'envoyer au certificateur. Donc, on est passé d'un fonctionnement où chaque fois qu'il y avait la période de certification et d'audit qui arrivait, toute l'équipe d'animation et d'opération de la coopérative, on va dire, perdait le réseau pendant quasiment un mois parce qu'il leur fallait 4 semaines pour ne faire que ça, rassembler toutes les données qu'il fallait, se consacrer exclusivement à fournir à Global Gap et à leurs autres certificateurs toutes les données nécessaires pour renouveler la certification.
Et on est passé de ça à un dispositif où aujourd'hui, en un clic, la coopérative peut réaliser cette action-là. Donc, on est passé voilà, de 4 à 5 semaines qui occupent une équipe de quasiment 6 ou 7 personnes à 5 minutes parce que tout le travail de collecte de données et d'ordonnancement de données, d'organisation de la donnée a été fait au fil de la campagne dans le système en utilisant notre solution. Donc voilà 4 cas que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui, qui sont des cas pratiques où notre solution a été mise au service de l'organisation de la relation entre un industriel et ses sous-approvisionnements, donc en l'occurrence souvent des petits producteurs. Donc c'est là que la complexité voilà, de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'anomalies et de cas qui peuvent être source de fraude volontaire ou pas, qui sont identifiés, qui sont traités et même, je pense, plutôt dans un modèle de prévention avec notre solution. Ce que je peux dire pour finir par rapport à GrowSphere, en attendant de passer à la phase de questions, donc on reste une jeune entreprise, hein, on a 3 années d'opération, mais on a déjà un réseau de clients et de partenaires qui est très large. On est présent donc opérationnellement en Afrique parce que, comme je le disais, on travaille sur le terrain avec les producteurs et les coopératives en Afrique et on a un réseau de clients et de partenaires en Afrique, mais aussi en Europe, parce que c'est les 2 marchés où les industriels que nous accompagnons sont. Et donc, on essaie de construire avec ces industriels des filets d'approvisionnement où ils ont la durabilité et la traçabilité qui est maîtrisée. Donc, on a un réseau donc, de partenaires voilà, qui s'étend continuellement. Donc, je pense même que ce slide, il a quelques semaines de retard. Donc, il manque certainement des informations et quelques logos de nos récents partenaires dessus. Donc, voilà, on est vraiment une entreprise qui a le vent en poupe parce qu'on a réussi à développer une solution qui matche avec les réalités opérationnelles de l'Afrique, parce qu'elle a été pensée et développée en Afrique, et qui répond aussi aux réalités, aux exigences du marché européen. Parce que, voilà, comme le disait Isolina en introduction, moi, je viens de ce marché-là. Quelque part, c'est là que j'ai fait mes armes dans la digitalisation, dans un environnement où les questions de fraude sont encore plus sensibles. Donc, c'était le monde bancaire. Et donc, c'est cette expertise que moi, j'ai traduit dans le monde agricole avec l'ambition voilà, d'en faire un outil de transformation dans la traçabilité, dans la durabilité. Donc, voilà pour ma part. Je vais m'arrêter là et laisser la place aux échanges. Merci beaucoup Francis pour illustrer comment concrètement un opérateur, qu'il soit petit producteur ou la fraude, elle intervient de la petite production jusqu'à dernier échelon de la chaîne alimentaire. Comment voilà, pratiquement on peut mettre en place quelques outils, en tout cas dont le focus est vraiment la prévention par une meilleure traçabilité de la chaîne de valeur. Et c'est ce que fait aussi en fait le COLID. Hein. Le plus vous prévenez, le moins, bien entendu, de problèmes vous avez. Donc, à présent, nous allons passer aux questions. Merci d'avance à toutes les questions qui ont été posées les questions qui ont déjà été posées dans la messagerie, le chat. Merci beaucoup. Alors, merci aux uns et aux autres de vos ressources. Alors, nous avançons dans le temps disponible. Essayons d'être pratiques. Quelques questions. Question à l'Italie. Y a-t-il des analyses actuelles qui nous permettent de déterminer l'origine d'une huile d'olive? Alors, je calcule des fraudes. Alors, qu'en est-il de la lutte contre la fraude dans certaines huiles végétales? Alors, quid des interceptions en Tanzanie? On nous pose des questions. Habituellement, les questions de fraude sont signalées au niveau du pays, en ce qui concerne, par exemple, les fraudes en matière d'appellation d'origine protégée. Alors, comment partager des informations? Existe-t-il une méthodologie d'enquête lors de soupçons de fraude? Par exemple, soupçons de fraude en ce qui concerne les pesticides. Ici, M. Marin nous a parlé justement des fraudes en matière de pesticides. Peut-être pouvez-vous élaborer? Alors, quid de la formation? Existe-t-il des formations de lutte contre la fraude en ligne? Existe-t-il des expériences en ligne
qui peuvent être partagées, dont les ressources peuvent être partagées, et l'Union européenne peut-elle fournir des informations concernant certains auteurs de fraude, comme le fait l'USDA aux États-Unis? Alors, je pense que vous avez déjà partagé certains liens. Monsieur Marin, vous avez la parole. Bien entendu, si José ou Francis ont des observations, qu'ils n'hésitent pas à intervenir. Mais si ce n'est pas le cas, je propose de commencer par Monsieur Marin. Je vous en prie, Monsieur Marin. Oui, je vois beaucoup de questions qui arrivent là dans le chat. On va essayer de, de résumer donc la première. Je vais commencer par le nom des entreprises parce que celle-là est toujours intéressante. Euh, je voudrais juste vous rappeler un événement majeur qui a eu lieu en Europe concernant des graines à germer qui ont entraîné des morts, hein, donc une contamination en Europe, et où très rapidement et faussement, c'est les concombres et les entreprises qui vendaient des concombres qui ont été affectées avec une chute dramatique sur les marchés et des conséquences économiques énormes pour ce secteur. Donc, je veux juste rappeler que dénoncer, ça peut être extrêmement risqué si on n'est pas absolument sûr de la dénonciation. Ça, c'est le premier élément. Donc, il faut rappeler que une fraude, elle va être avérée. Les seuls qui vont décider si la fraude est avérée, c'est la justice. Ce ne sera jamais une administration. On parlera toujours de suspicion de fraude. Et le dossier devra être traité soit au niveau administratif, avec une sanction administrative, et c'est terminé, ou alors ça partira en justice. Mais il faut savoir que les opérateurs ont toujours les recours, et c'est le droit à la défense, pour contester une accusation de fraude. Donc mettre ça trop rapidement sur des réseaux sociaux ou pire en ligne sur un site de la Commission européenne, vous comprendrez qu'on est très très loin ici de franchir cette étape. Voilà. Par contre, nous, ce qu'on souhaite, c'est alerter les autorités de contrôle, alerter aussi les opérateurs, sans donner de nom, à propos des principaux secteurs où sont les suspicions. Hein. J'ai mis le lien sur le Monthly Report qui est maintenant disponible au grand public, où ici vous pouvez trouver tout le type de suspicions de fraude qui sont relevées. Alors, je laisserai peut-être l'information à d'autres s'ils veulent aborder ça. J'en ai une sur le chlorpyrifos, je vois. Comment est-ce que euh, pourquoi on ne met pas le chlorpyrifos uniquement dans les notifications RAS, donc c'est-à-dire avec un problème de santé publique? Eh ben, en fait, ça dépend. Ça va dépendre. Le chlorpyrifos maintenant n'est plus autorisé en termes d'utilisation au sein de l'Union européenne, mais par contre, pour que ça crée des problèmes de santé publique, vous devez avoir un certain niveau qui est au-dessus de la limite maximum de résidus de détection autorisé, mais qui va créer un problème. On appelle ça en anglais acute doses. Hein, c'est à partir de là qu'on les mettra avec un calcul en fonction du type d'aliment, qu'on le mettra dans RAS ou pas. Ce sont des évaluations qui sont faites avec l'appui de l'EFSA, de l'autorité d'évaluation des risques au niveau européen. Voilà. Donc, je vais peut-être laisser la parole un petit peu aux autres orateurs et puis on reviendra sur d'autres questions ensuite s'ils le souhaitent. Merci beaucoup, Monsieur Martin. Mr. Alberino, could you take the one eventually as an example olive oil, but also the Monsieur training? Alberino, peut-être pourriez-vous répondre à la question qui concerne l'huile d'olive ou peut-être aussi les questions concernant la formation, le renforcement de capacité. Avez-vous des informations dans ce domaine? Et qu'en est-il des informations partagées avec d'autres parties prenantes en ce qui concerne les fraudes, les pratiques fraudulentes? Je ne sais pas si au titre de votre expérience, vous pouvez partager certaines informations avec nous, Monsieur Alberino. And anything else you want to add?
Et si vous avez des compléments d'information, Monsieur Alberino, n'hésitez You pas. have a... Ah, yes, you have... Go on, please. Je vous en prie, Monsieur If you want, Alberino, I c'est can à vous. answer to my question. Oui, je vais donc Okay. répondre aux questions. The short answer is yes. We have some analysis for Je puis the répondre très origin of olive brièvement oil. et dire que I oui, nous say avons short des answer analyses en ce qui because concerne, par the exemple, la problem is a détection de little bit fraude en ce qui bigger. concerne l'huile I d'olive. mean, Mais le in problème est Italy, for probablement the origin plus and the large. traceability En ce of qui olive oil, concerne we have a wonderful l'origine et la tool, which traçabilité de is l'huile a d'olive en online Italie, register. So for nous the avons un Italian olive outil oil qui and more, permet de much more for détecter PGO pour PGI olive oil, l'huile we d'olive can italienne check all et steps. plus We can particulièrement know l'huile d'olive exactly where it is from. qui But connaît une in case of AOP ou une fraud, IGP, nous sommes en mesure de we savoir are working exactement d'où on provient cette huile. another kind Mais of en ce qui system, concerne la which fraude, consists of nous isotopic travaillons analysis. sur Nous This travaillons sur kind base of de l'analyse dite analysis isotopique. is not, Alors, l'analyse isotopique how to say, is est not un type d'analyse qui, comment dirais-je, legal valid. I don't know n'est exactly pas, how to say in English. I mean, disons, légitime, n'a pas de valeur légale in case of the reconnue. problems, Comment it's expliquer? not Je ne sais pas enough comment dire en only anglais. En this tout cas, analysis, but it cette must be analyse n'est pas supported by some suffisante documentation, pour, some par exemple, aller devant la justice. in that Cette some checks, analyse doit okay? être So appuyée documents and par des analysis. contrôles. Donc, But for sure we are mais working on this, cela and étant, nous we already travaillons have some très certainement là-dessus cases. Just to et nous remember avons to déjà everyone, connu plusieurs isotopic cas. Alors, analysis is petit based rappel, on l'analyse we collect isotopique each year some concerne samples le to make fait analysis, and we que nous know that allons this prélever des isotopic échantillons result is chaque come from année that et les résultats zoo, that isotopiques nous permettent place. de So when we go déterminer in the market and make l'origine analysis, we géographique. make Donc, comparison of these two nous avons results, la and we find possibilité out if de it's possible or comparer les not. résultats I think it's dont enough. nous If avons there is donc more, des informations au just travers de ces analyses et puis Merci. ce que nous trouvons Thank you sur very le much, marché. Mr. Alberino. And Merci beaucoup, Monsieur Mr. Almerino. Dossou, bon, Monsieur Dossou, vous avez quelque chose à ajouter, par exemple, par rapport à vos clients, vos partenaires, sur les formations nos documents, en tout cas, l'analyse faite montre qu'il faut un minimum d'informations, bien sûr, sans être inspecteur, hein, clairement, mais un minimum d'informations qui est différent de la sécurité juste des aliments, mais sur pouvoir détecter des fraudes. On sait aussi que le secteur privé et les opérateurs ont déjà beaucoup d'intelligence entre eux. Comme vous le disiez, si on voit une production qui est beaucoup plus élevée que la production attendue, bien entendu, ça vient de quelque part, donc il faut faire des investigations. L'origine, pareil. Ce que disait José au début, on a eu beaucoup de producteurs qui voient leurs propres produits dans des marchés pour lesquels ils n'exportent pas, donc où ils sont réexportés ou acheminés, etc. Enfin, il y a beaucoup de... Donc le secteur privé fait déjà ça. Après, je ne sais pas, Monsieur Marin peut-être pourra nous dire la collaboration vraiment secteur privé, autorité publique, ça, je ne sais pas jusqu'où où les possibles améliorations, mais avez-vous quelque chose à ajouter, Monsieur Dessous, sur ça? Est-ce que vos Oui, tout à clients fait. promeuvent la formation, les meilleures pratiques, l'intégrité dans les entreprises, enfin, oui. Tout à fait. Le sujet, je pense en Afrique, en tout cas pour la partie production avec laquelle nous travaillons, généralement, on commence par ça parce que nous, une fois qu'on a, on va dire, profilé les producteurs, fait des cartographies des parcelles pour savoir c'est qui les producteurs, c'est quoi les parcelles, on va, au moment où on profile le producteur, on va dérouler aussi des questions, on va dire un questionnaire qui va évaluer, par exemple, sa maîtrise de certains itinéraires techniques ou sa connaissance de certaines réalités ou de certains enjeux. Et par rapport à ça, on va dérouler aussi des formations spécifiques pour accompagner les producteurs. Parce que le sujet, voilà, si on doit maîtriser son approvisionnement et on va dire supprimer ou voire en tout cas réduire très fortement les risques de fraude de la base jusqu'à son usine et ensuite dans son usine et au-delà, il faut que tous les acteurs soient sensibilisés à la réalité de ces enjeux-là et le risque que ça représente pour l'industriel, mais aussi pour eux. Et donc, ces pratiques, il faut former dessus. Donc, on a aujourd'hui dans notre boîte à outils un outil qu'on appelle Farmer Education,
qui est un outil justement destiné à la vulgarisation de certaines bonnes pratiques et de certains concepts auprès des producteurs. Donc, on va, avec l'industriel, créer par exemple des contenus vidéo avec différents, on va dire, pistes audio dans les langues locales et on va les utiliser pour des formations, soit à travers les agents collecteurs qui vont avoir cette application sur leur téléphone avec les contenus vidéo. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train, par exemple, de déployer beaucoup dans la filière cacao avec certains de nos clients en Côte d'Ivoire. Et ils vont utiliser donc cette application mobile qui est sur leur téléphone avec les vidéos de contenu pour se former sans doute eux-mêmes, parce que les collecteurs eux-mêmes doivent être sensibilisés et se familiariser avec certains concepts. Mais ensuite, ils vont utiliser ces mêmes supports pour vulgariser et passer des messages vers les producteurs sur des pratiques. Pourquoi est-ce que, voilà, si tu entreposes ton sac de cacao biologique dûment cultivé à côté de tes bidons on va dire de produits chimiques, c'est pas bon, par exemple, et que involontairement, tu peux être la source, on va dire, d'une erreur parce que le produit va être vendu bio et plus tard, on va se rendre compte en faisant des analyses que voilà, ça a baigné voilà, dans une flaque de produits chimiques, et ainsi de suite. Donc, ce genre de choses, on travaille dessus, on identifie ces risques-là et on fait de la vulgarisation à travers de la formation. Très bien, merci. Merci beaucoup. Je crois que M. Marin est en train de se reconnecter. Il avait quelques petits problèmes ce matin de connexion. Mais est-ce qu'on arrive aussi, il nous reste en fait 4 minutes par rapport à l'heure prévue de fin de cette session. C'est toujours qu'un début de la conversation, hein, parce qu'il y a tellement de choses à discuter, tellement d'exemples à donner, tellement de leçons à apprendre. Nous partagerons, hein, je vois beaucoup de choses dans le chat de nouveau, nous partagerons bien entendu cela. Mes collègues du Colide aussi ont des formations. Par exemple, là, il y en a une qui se prépare au Kenya sur base aussi d'études, d'évaluations et autres. Ou en ligne, on vous informera bien entendu sur tout ce qui concerne ce sujet. Donc, ne soyez pas inquiets, j'ai vu plusieurs emails dans le chat, mais vous faites partie de cette mailing list pour ce sujet-là. Donc, vous recevrez les informations avec l'enregistrement et autres. Et est-ce que, José, tu as quelque chose à nous dire? Et est-ce que, je ne sais pas si Jérémy est aussi en ligne, mais bien sûr, José, c'est un point très, très important pour l'OCDE et certainement dans le domaine où José travaille. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté avec grande patience tout ce qui a été dit. Merci à Isolina. Merci aux différents intervenants. C'était extrêmement enrichissant. Monsieur Marine nous a expliqué comment fonctionne la Commission européenne. Vous savez que l'Union européenne dispose d'un des cadres juridiques les plus adaptés pour lutter contre la fraude alimentaire. Bien sûr, cela existe dans d'autres continents, mais nous avons un cadre très strict. Monsieur Alberino nous a montré comment un État membre de l'Union européenne met en œuvre ces réglementations européennes et par des exemples pratiques, il nous a expliqué comment il travaille et comment il tente de prévenir les cas de fraude. Et nous avons également entendu M. Dossou Sogno qui nous a expliqué des deux solutions qu'il offre aux producteurs en Afrique pour les aider à faciliter les échanges commerciaux et à importer vers les marchés internationaux et principalement l'Europe. À mes yeux, la fraude alimentaire est un défi mondial qui a des répercussions aussi bien sur les petits producteurs que sur le consommateur, en passant par tous les échelons intermédiaires. Il est donc nécessaire de tenter de prévenir la fraude alimentaire. Et je pense qu'à toutes les personnes ici présentes, le seul conseil que nous pouvons donner, c'est collaborer avec les institutions qui peuvent vous aider à mieux comprendre la réglementation à appliquer de manière à pouvoir exporter vers les marchés internationaux.
de manière également à pouvoir assurer la traçabilité de vos produits, parce que c'est une des procédures fondamentales pour lutter contre la fraude alimentaire. Et il est de votre intérêt de vous mettre en ligne, en phase avec cette réglementation, parce qu'un seul cas de fraude alimentaire de votre pays, de votre région, impliquera un renforcement des vérifications des contrôles par les inspecteurs dans vos pays, ce qui n'est pas bon pour vous. Même si vous êtes innocent, cela vous coûtera de l'argent parce que le nombre d'inspections de tous les produits venant de votre pays seront soumis à davantage de contrôles. Cela prend du temps et puis cela affecte la réputation de votre secteur, de vous bien sûr, mais également de l'ensemble de votre secteur. Une fois qu'un cas de fraude est détecté, cela a bien sûr des impacts sur l'ensemble du secteur dans votre pays. Il est donc fondamental que vous suiviez la législation au pied de la lettre et que vous vous adressiez en cas de question à M. Marin et d'autres de nos collègues pour vous assurer d'avoir les connaissances nécessaires, de bénéficier de la confiance des pays d'importation et des consommateurs. Vous pourrez ainsi, une fois que la confiance est établie, vendre davantage de produits à un prix plus intéressant parce qu'un seul cas de fraude aura des répercussions sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Je rends la parole à Isolina. À l'heure pile, il est 11h30. Un tout grand merci pour cette synthèse tout à fait opportune. Comme je vous l'ai dit, nous allons partager toutes les informations dont nous disposons, qui ne sont pas que les informations venant de Colide. Alors, je vois Monsieur Marin nous rejoindre. On a fait le petit résumé. José vient d'alerter en fait de l'importance de la fraude alimentaire, de la prendre très au sérieux, de bien collaborer avec les services publics. Bien sûr, nous alertons les opérateurs privés qui ont beaucoup d'informations, d'intelligence entre eux, de produits qui ne devraient pas être là, qui sortent, etc., même s'ils peuvent être fraudeurs eux-mêmes, bien entendu, mais de vraiment collaborer parce que c'est pas seulement une menace économique et autres, mais c'est aussi un problème de réputation pour l'industrie, le pays. Donc, je ne sais pas si vous voulez, tout le monde, ajouter un petit peu un mot, si vous voulez ajouter de votre côté quelque chose. On a encore quelques minutes. Écoutez, je crois que vous avez, ce que je viens d'entendre, c'est le résumé absolument parfait. Et pour moi, l'important, et on le voit au travers des notifications que vous avez pu voir au sein de notre réseau. Pour l'instant, la plupart des notifications reviennent des autorités compétentes avec les contrôles sur le marché, etc. Ce qu'il faudrait, c'est beaucoup plus de remontée d'informations de la part des entreprises pour identifier, dès qu'elles ont identifié des suspicions de fraude ou des anomalies, pas forcément d'accuser quelqu'un de fraude, mais des anomalies répétitives, qu'elles informent leurs autorités, soit de manière anonyme, soit de manière plus formelle, pour que les investigations soient faites et pour que tous les opérateurs puissent œuvrer dans on va dire, dans un environnement qui soit de concurrence loyale. Et pour nous, c'est ce qui est le plus important. Voilà un petit peu, je crois que c'est ce que vous venez de dire, et pour nous, c'est vraiment le plus important, c'est la remontée d'informations de la part de l'industrie. Tout à fait, merci beaucoup. Et comme vous l'avez tous souligné et José dans son résumé, en fait, il faut ne pas avoir peur de collaborer avec les organisations publiques ou de répression de fraude. Enfin, c'est tout un dialogue. La communication, l'échange est très, très important parce que tout le monde est intéressé à de meilleures performances, bien entendu, de respectabilité, de confiance, etc., du secteur. Donc voilà, je vous remercie tous beaucoup. C'était vraiment une session très, très intéressante. On veut écouter plus et plus et plus et plus, en tout cas dans mon cas. J'espère que ça vous a inspiré aussi. Nos panélistes, que je remercie de nouveau, ont eu la gentillesse de partager déjà quelques ressources. Nous consoliderons tout ça dans notre email de suivi. Et bien sûr, c'est le début de nouveau de ces échanges, donc on continuera à vous informer. N'hésitez pas aussi à vous abonner à des ressources, comme celle partagée avec par M. Marin ou d'autres, pour que vous receviez des alertes, ou celle du Colide, pour que vous receviez des alertes de manière
récurrente, enfin de manière continue. Et alors, je vous dis à la prochaine, bien entendu, à la prochaine session. Je remercie les interprètes sans qui on n'aurait pas pu avoir cette discussion. Merci beaucoup. Je remercie bien sûr mes collègues, ceux qui sont en ligne, Axel, Arthur, Alison, si vous voulez bien mettre votre caméra. Bien entendu, José, Marie et mes collègues du COLID. Et puis tous mes collègues qui ne sont pas dans le devant de la scène, mais qui ont bien entendu contribué aussi aussi bien du COLID que de l'OCDE à cette session. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. Vous avez notre email pour tout suivi, y compris de contact avec les panélistes ou les participants. Je vous ai dit déjà qu'on a une législation forte sur le système alimentaire, et j'en suis très fière, en tout cas personnellement, en Europe. Mais nous avons aussi une législation forte sur le partage des données. On ne partage pas les contacts sans l'autorisation de la personne, mais nous sommes toujours ravis et on n'a jamais un problème. C'est des sessions d'échange pour vous mettre en contact, bien entendu, avec l'autorisation préalable avec d'autres panélistes ou d'autres intervenants. Donc, contactez-nous, et si vous voulez être aussi présentateur dans une de nos sessions à venir sur les sujets qui viennent, n'hésitez pas à nous contacter et à partager en tout cas votre expertise, ça sera un plaisir. Merci beaucoup. Merci José de nouveau. Bye bye, keep well. Bye, merci beaucoup. Thanks to all. Take care. Bye-bye. Thank you very much. Bye.